Encore une fois, bienvenue dans l'espace des sciences de la vie et de la terre. Marhaba bikoum. L'Yom, Inch'Allah, on va entamer la leçon concernant la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau du muscle squelettique strié. C'est-à-dire la deuxième sous-unité concernant le premier thème, à savoir la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Donc, comme convenu, la conversion d'énergie chimique en énergie mécanique, c'est-à-dire كيفاش كيتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة mécanique على مستوى العضلة الهيكلية المخططة. Nous allons nous intéresser spécialement au muscle squelettique strié. كنسميوه le muscle squelettique parce qu'il est directement lié au squelette par le biais des tendons. Rappelez-vous que ce qui fait bouger le corps, ce sont les muscles, effectivement. Mais il est nécessaire de rappeler d'abord le contenu selon le cadre référentiel. Qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce que vous êtes censé savoir faire la partie. Il y a 4 points essentiels à retenir. 4 points essentiels que nous aurons l'occasion par la suite de mobiliser lors des exercices. Le premier point, il va falloir donc savoir la structure et le tracé. Donc le binia ou le fork binia dial al-khaliya al-adaliya, la fibre musculaire. C'est très important puisque nous allons parler des phénomènes au niveau cellulaire. Et puis, savoir établir le lien entre cette ultrastructure et la capacité de cette cellule à convertir l'énergie chimique en énergie mécanique. يعني العلاقة ما بين هاد البنية الخلوية شنو اللي عند هاد الخلية العضلية اللي كتعطيها القدرة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية et pourquoi pas les autres cellules. Et puis, savoir donc illustrer le mécanisme de la contraction à l'échelle moléculaire. يعني خصنا نعرفوا الآلية ديال التقلص على المستوى الجزيئي donc à l'échelle moléculaire. Et puis finalement les voies de régénération d'ATP en relation avec les phénomènes les performances sportives des athlètes. Maintenant نعرفوا كذلك طرق تجديد ATP, vous savez tous très bien, on l'a vu dans la première partie que toutes les fonctions cellulaires utilisent comme source énergétique cette molécule intermédiaire qui est l'ATP. Et on a déjà l'occasion de voir comment cette molécule ATP est-elle régénérée au niveau cellulaire. Mais on verra, dans le cas de muscles spécialement, qu'il y a une des voies qui lui sont propres. Et vous allez voir effectivement que ceci a des conséquences directes sur les performances sportives des athlètes. Voilà, pour commencer, dans cette première partie, on va identifier certains aspects de la contraction musculaire. Donc, غادي نشوفوا بعض الظواهر التي تصاحب النشاط العضلي، التقلص العضلي. Et bien, comme vous devez le savoir, donc, le cadre référentiel stipule aussi que vous êtes censé savoir reconnaître les différents myogrammes qui illustrent l'activité mécanique du muscle. On va donc commencer par les phénomènes mécaniques de la contraction, les aspects donc mécaniques. Les aspects illustrent donc la contraction musculaire. Il est possible en effet d'enregistrer l'activité mécanique du muscle en se servant d'un myographe. Et si on porte une stimulation efficace sur le gastrocnémien, on va travailler donc sur le gastrocnémien de la grenouille. C'est le muscle le plus utilisé dans ce type d'expérience. On va le rattacher par le biais de tendons d'Achille, on va le rattacher à un myographe. Un myographe se compose en fait d'un cylindre enregistreur, il y a du papier dessus sur lequel donc arrive un stylet en rapport direct avec le myographe. Et puis aussi on peut rattacher ce cylindre directement par le biais d'un autre stylet à l'excitateur et nous permettra donc d'indiquer les moments de stimulation. Tout ça n'est pas important, ce qui est plus important pour nous c'est le résultat obtenu, c'est savoir analyser les éléments donc de myogramme obtenus. Le gastrocnémien, en fait, c'est le muscle اللي كنسميوه عادة ديال بطن الساق، عضلة بطن الساق. C'est celui qui fait bouger donc le membre inférieur. Vous avez là
comme vous pouvez le constater, le gastrocnémien, il est là. Il est là, donc c'est le muscle عضلة بطن الساق. Il est commandé par كتعرفوا كاملين بأن la contraction musculaire ne peut pas se faire indépendamment des messages nerveux. Ça, vous vous en êtes aperçu déjà l'année dernière au programme de première bac. Mais اللي هضرتوا على التواصل العصبي على la communication nerveuse. Déjà هضرتوا على le rôle ديال l'innervation pour le fonctionnement des muscles. Même plus que ça, هضرتوا على la plaque motrice au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, on a le nerf sciatique, il est là, comme vous pouvez le constater. Donc, on va écarter les deux muscles de la cuisse, comme ceci. On écarte les deux muscles de la cuisse et vous voyez là un petit cordon blanc. C'est l'un des muscles épais qu'on peut observer facilement. On ne va pas le sectionner, on va le garder en communication directe avec le... Bien sûr, la grenouille étant déjà démodulée et désébrée, c'est-à-dire qu'on s'est déjà débarrassé de la moelle épinière et de cerveau. Vous savez tous, bien entendu, qu'il va falloir se débarrasser des mouvements volontaires et des mouvements. Nous voulons créer la contraction, donc par le biais de la stimulation. Donc pour commander ce muscle-là via l'excitateur, on va séparer, on va donc neutraliser la moelle épinière et le cerveau. Donc, quand on porte une stimulation efficace, et ce que j'entends par stimulation efficace, يعني إهاجة فعالة راكم عرفتوا الشروط ديالها. Déjà l'année dernière, ملي هضرتوا على l'excitabilité في le cours ديال la communication nerveuse, عرفتوا بأنه une excitation efficace, c'est une excitation qui doit satisfaire certaines conditions, à savoir donc la notion de seuil. Le seuil هذيك العتبة الشدة الدنيا اللي كتعطي استجابة donc qui amène à une réponse. Donc on va porter une question. Tout ça c'est pas important بالنسبة لنا هذا العام. Ce qui est plus important c'est le résultat final. Il faut savoir donner un sens au résultat obtenu. Donc quand on porte une stimulation efficace sur ce nerf, on obtient le myogramme suivant. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, un myogramme comportant donc une phase ascendante et une phase descendante. Voilà. La séquence musculaire, c'est une réponse efficace d'un muscle à une seule stimulation. Vous allez constater qu'entre le moment de stimulation, on a stimulé en ce moment-là exactement. Donc vous constatez là que théoriquement on devrait enregistrer un petit artefact de stimulation, un petit accident, une petite déviation, parce que le myographe est aussi rattaché, comme vous le savez, à l'excitateur, par le biais d'un autre stylet, un scripteur. Entre ce moment on stimulé et le moment où la réponse commence, la réponse est illustrée par l'ascension de stylet, il y a un temps qui s'est écoulé. Donc c'est ce qu'on appelle habituellement le temps de latence. Voilà, c'est le temps de latence. La réponse de muscle consiste en cette phase ascendante, donc la montée de stylet vers le haut, veut dire tout simplement que le muscle s'est raccourci. Il y a donc une phase de contraction. Et puis une deuxième phase, donc la phase de contraction étant celle-ci, indiquée par le chiffre 2, par le chiffre 2, et la phase descendante, c'est une phase de relâchement aux phases de relaxation. Il faut savoir aussi que parmi les éléments caractérisant la contraction, la séquence musculaire, c'est son amplitude. Notez ici A. Donc l'amplitude de la contraction. Et vous allez voir que l'amplitude illustre en fait la force de réponse de muscle. Ce qu'il faut donc retenir dans tout cela, c'est savoir d'abord reconnaître une séquence musculaire et puis surtout savoir donc décrire. Il faut d'abord comment réagir le muscle si on lui porte une série de stimulations efficaces ayant une même intensité. C'est-à-dire on va garder mais on va changer de fréquence. On va faire varier la fréquence. Dans un premier temps, on va utiliser une faible fréquence et puis une plus grande fréquence. On obtient le myogramme suivant. غادي تشوفوا بالنسبة le A que
Le A, vous allez constater effectivement que le signal de stimulation nous apprend que les excitations sont légèrement espacées les unes des autres. Et en contrepartie, vous allez, donc là, nous sommes à une fréquence légèrement faible. C'est-à-dire que le nombre de stimulations par unité de temps étant assez faible. Et là, vous constatez que là, on obtient une ondulation qui exprime en fait un ensemble de secousses musculaires. On voit là une. Mais vous allez voir que les secousses sont quand même fusionnées à ce niveau-là. Ça veut dire que le muscle en état au début de relâchement, il est pris par une autre stimulation, ce qui va l'obliger à répondre à nouveau. Donc on obtient des secousses, mais dont la fusion est incomplète. Ce type de réponse est appelée une réponse tétanique. Et dans ce cas-là spécialement, on parlera d'un tétanos imparfait. En B, par contre, vous allez constater que la fréquence est beaucoup plus grande. Vous allez le constater à travers donc le signal d'excitation qui nous rappelle que les stimulations sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Dans ce cas-là, on obtient un plateau rectiligne qui illustre bien un ensemble de secousses musculaires, mais cette fois-ci dont la fusion est complète. On parlera dans ce cas-là d'un tétanos parfait. Donc rappelez-vous que le tétanos, c'est une réponse normale de muscle à une série de stimulations. Pour conclure, la partie, qu'est-ce que je dois retenir pour mon examen, bien entendu. Donc, le reste, c'est du baratin. Reconnaître d'abord les différents myogrammes illustrant les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Donc, c'est un cadre. أنه إذا تواجد قدام وثائق تجسد الظواهر الميكانيكية للعضلة تيخصني نكون قادر نتعرف على هذه الظاهرة ونعرف العناصر ديالها. Pour commencer, vous allez donc devoir reconnaître la secousse musculaire. La secousse musculaire, elle est exprimée ici par le chiffre 1. Voilà. Donc là, c'est une secousse musculaire. Il est aussi nécessaire de se rappeler que cette secousse musculaire est faite d'un ensemble d'éléments. Notamment, rappelez-vous, la phase de contraction que voici et la phase de relâchement que voilà. Mais n'oubliez pas que son amplitude, c'est ce qui en fait la caractéristique. Dans un deuxième temps, il est nécessaire aussi de reconnaître un tétanos, une réaction tétanique. Rappelez-vous, c'est une fusion incomplète. Quand le tétanos est imparfait, c'est une fusion incomplète. Illustré ici, vous avez là 3 secousses fusionnées et là, vous avez 5 secousses. Donc, tous ces deux enregistrements, ils illustrent le tétanos imparfait. Vous allez quand même rappeler que le tétanos, c'est la fusion de séries de secousses musculaires. Et lorsque cette fusion n'est pas complète, vous allez pouvoir distinguer carrément le sommet de chacune des secousses. C'est un tétanos imparfait. Mais n'oubliez pas que dans ce cas-là spécialement, remarquez que la deuxième secousse a une amplitude beaucoup plus grande que celle-ci, et là encore beaucoup plus grande que là. Vous avez là donc ce qu'on appelle un effet de sommation. Et on va le comprendre plus tard, quand on aura compris de quoi est fait le muscle et en quoi consiste la contraction musculaire, vous allez comprendre cet effet de sommation. Je vous rappelle que dans le cas d'une fibre, il n'y a pas de sommation. On parlera de la loi de Tutorien, ça serait pour plus tard. Il est nécessaire aussi de savoir reconnaître le tétanos parfait. Rappelez-vous que dans ce cas-là, les fusions sont complètement parfaites et par conséquent on obtient un plateau tout à fait rectiligne. Là, si on prend en considération le phénomène de sommation, normalement ce plateau devrait être ascendant, légèrement ascendant. En 5, vous allez constater que l'amplitude de la contraction, malgré la persistance de stimulation, a tendance à baisser. Ceci illustre bien la fatigue musculaire. Et la fatigue musculaire, on la reconnaît directement par une diminution de l'amplitude des secousses
malgré la réponse. Ça veut dire que le muscle a de plus en plus mal à répondre, jusqu'à un point où il ne répond plus. Voilà, donc j'espère que pour cette fois-ci, pour le prochain cours, on parlera des phénomènes accompagnant la contraction musculaire, accompagnant ces phénomènes mécaniques, notamment les phénomènes thermiques et les phénomènes métaboliques, en vue de comprendre comment le muscle squelettique arrive-t-il à créer un mouvement. J'ai pris l'initiative de séparer les différents paragraphes pour ne pas encombrer la vidéo et vous permettre de mieux comprendre. Voilà donc l'essentiel à retenir dans cette partie-là. Merci et à la prochaine.